les gouvernements ouest-africains pro-Occident, leur peuple, les États de l'AES et la notion de subalternité. Que la paix, dans la mesure du possible, soit sur chacun d'entre vous. Je pense qu'on a un certain nombre, depuis ces dernières années, à constater, à observer une propension chez les gouvernements ouest-africains pro-Occident, et je vais particulièrement circonscrire cette réalité au gouvernement ivoirien et au gouvernement de mon pays, le gouvernement béninois, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, à agir vis-à-vis à la fois de leurs respectives populations, mais aussi vis-à-vis des États qui cherchent à quitter la plantation, en l'occurrence vis-à-vis des États de l'AES, une propension à agir avec un profond mépris bourgeois, visant à délégitimer toutes celles et ceux qui ne sont pas issus de leur caste bourgeoise coloniale que vous et moi connaissons. On va s'appesantir beaucoup plus particulièrement sur le cas de mon pays, le Bénin, où le rapport qu'a le gouvernement béninois, qu'entretient le gouvernement béninois avec son propre peuple, dès lors que son propre peuple ose refuser ce dont quoi on a décidé de l'astreindre, en l'occurrence la résidence des loisirs, des concours les plus stupides, de la musique, mais dès lors qu'il sort de ce rôle-là dans lequel on veut l'incarcérer et que le peuple veut s'exposer et se prononcer sur des questions d'injustice sociale, sur des questions de malgouvernance, sur des questions de coup d'État constitutionnel dont sont responsables les membres de la mafia Talon Wadani, le peuple est criminalisé, balayé, incarcéré. Et parfois, dans certains cas, comme ça a été le cas avec la jeune petite sœur, une de nos sympathisantes, la jeune et courageuse Agodje, Florence Kimbo, une jeune béninoise de 21 ans qui a osé dénoncer les dérives du gouvernement Patrice Talon, elle est psychiatrisée. Parce que le gouvernement béninois n'accepte pas que celles et ceux qui ne sont pas issus de sa caste néocoloniale bourgeoise puissent émettre une pensée. Et de la même façon, ils sont dans ce processus de délégitimer toute critique émanant des États de l'AES qui osent dénoncer l'alignement néocolonial du gouvernement béninois avec une entité qui ne s'est jamais cachée dans sa volonté de vouloir déstabiliser les États sahéliens, en l'occurrence le gouvernement néocolonial français. Il est important de comprendre, et on l'a vu d'ailleurs à travers la dernière sortie du général Abdourahmane Tiani, chef de l'État du Niger, président du Niger, sortie qui a été caricaturée, vilipendée, critiquée. On a tout fait pour essayer d'humilier, il n'y arrive pas, mais d'humilier le chef de l'État du Niger en le faisant passer pour un chef d'État qui serait arriéré, qui serait à la tête d'une nation arriérée, parce que dans la perception bourgeoise néocoloniale béninoise, toutes celles et ceux qui ne font pas partie de leur caste sont délégitimés du droit de penser. Cette logique-là et cette réflexion-là s'inscrit parfaitement et profondément dans ce qu'Antonio Gramsci, philosophe marxiste italien, expliquait et rédigeait lorsqu'il était incarcéré dans son ouvrage référence « Les cahiers de prison », où il parlait de la notion des subalternes, c'est-à-dire toute une partie de la population qui n'est pas autorisée à exprimer une pensée. Le prolétariat, la population prolétarisée, la population qui n'est pas issue de cette bourgeoisie néocoloniale, elle n'a pas le droit d'exprimer une pensée, une réflexion, que ce soit les paysans, que ce soit les masses populaires de manière générale. En Occident, ça pouvait être une partie de la population, mais dans les pays du Sud global et plus particulièrement dans nos pays en Afrique, c'est généralement la majeure partie de la population. Cette partie-là est interdite d'exprimer une critique sociale. Gayatri Spivak, militante et penseuse indienne du postcolonialisme, a approfondi le concept d'Antonio Gramsci en parlant de la notion de subalternité et en expliquant que certains sont astreints à la résidence de l'absence du droit de pouvoir exprimer une pensée, dès lors qu'ils sont dans la caste mise de côté, dans la caste socialement exclue, dans la caste politiquement exclue, ils ne peuvent pas exprimer une quelconque réflexion ayant pour objectif de remettre en question le statu quo que nous connaissons. Dans un autre ordre d'idée, mais qui est en réalité profondément lié, Miranda Fricker a théorisé ce que l'on appelle l'injustice épistémique. L'impossibilité de pouvoir réfléchir, exposer, exprimer une souffrance parce que une composante majoritaire de la population est interdite de pouvoir rentrer dans le giron de l'épistémé. C'est très important que l'on puisse comprendre cette réalité parce que le gouvernement béninois et in extenso le gouvernement ivoirien et d'autres régimes pro-occidentaux qui sont entrés et incarcérés dans la néolibéralité agissent systématiquement de cette façon. Ils délégitiment les parties du peuple qu'ils estiment ne pas être dignes de pouvoir exprimer une pensée. Tout cela s'insère parfaitement avec ce que le philosophe français Michel Foucault exprimait lorsqu'il parlait de la gouvernementalité néolibérale.
qui est un processus politique et économique par lequel les populations précarisées et ostracisées sont poussées par les autorités à s'auto-culpabiliser. Elles n'ont pas le droit de remettre en cause les dérives, les exactions du gouvernement qui les poussent justement dans ce processus de l'injustice sociale, du chômage, de l'inégalité en tant que tel. Non, elles doivent s'auto-culpabiliser. Si chômage il y a, c'est la faute du peuple. Si injustice sociale il y a, c'est la faute du peuple. Si persécution politique il y a, c'est la faute du peuple. C'est le processus même de la gouvernementalité néolibérale dans lequel le gouvernement béninois et in extenso le gouvernement ivoirien sont plus que jamais insérés. Cela rentre plus que jamais dans le cadre, là aussi, de ce que l'on appelle la dépolitisation par la technocratie. C'est-à-dire que, avec les institutions occidentales, qu'on va appeler poliment les institutions de Bretton Woods, qui ont imposé qu'un certain nombre de gens uniquement puissent diriger les États, c'est-à-dire des personnes qui respectent la codification, les mécanismes de ces institutions qui, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont pris la direction du monde. Ces institutions-là ont formaté une façon de gérer la vie en cité qui exclut la majorité de la population et qui donne à une minorité le droit de pouvoir s'exprimer au nom de la majorité, même si ce n'est pas dans le cadre d'un processus de souveraineté populaire. Très important de pouvoir le signifier. Ce qui se passe là, dans le rapport du gouvernement béninois, ou du gouvernement ivoirien, ou d'autres, vis-à-vis de leur propre peuple, ou vis-à-vis des États de l'Alliance du Sahel, est inséré dans la logique de la colonialité du pouvoir. Hannibal Quijano en parlait. La persistance des rapports de domination de certaines castes coloniales d'hier à aujourd'hui est une réalité sociétale. Le clan Patrice Talon est plus que jamais inséré dans cette direction. C'est une caste qui avait le pouvoir au moment où notre peuple était assujetti, et c'est une caste qui a encore le pouvoir au moment où les masses populaires béninoises sont assujetties. Il est important que l'on comprenne que ces clés de réflexion permettent de décrypter de manière systématisée les rapports de domination qui existent encore aujourd'hui à l'intérieur de nos États. Dire cela ne signifie pas fermer les yeux sur le fait qu'il y ait un développement infrastructurel qui est en voie d'avancement avec une hyper-propagande. J'ai parlé notamment de la notion d'astroturfing précédemment, avec une hyper-propagande organisée par le régime béninois. Mais on ne peut pas se réjouir d'un développement infrastructurel apparent, parce qu'il y a encore beaucoup de choses largement à faire, si on n'est pas dans une démarche d'observer dans le même temps la destruction du développement humain qui existe dans nos pays, avec une injustice sociale galopante au Bénin ou en Côte d'Ivoire, qui est profondément préoccupante parce que la majeure partie du peuple s'enfonce dans la précarité, pendant qu'une caste bourgeoise, elle, n'a jamais été autant dans un processus de se remplir les poches, de s'enrichir dans une réelle opacité. C'est quelque chose dont on doit être capable de parler, de dénoncer. Je rends hommage par cette même occasion à celui qui m'a formé en philosophie politique, le philosophe gabonais Grégoire Biogo, de 2011 à 2015. C'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment en Afrique. On ne rend pas hommage aux aînés qui nous donnent les clés de compréhension. Les jeunes vont vite, mais les aînés connaissent la route. Quand ce sont des aînés vertueux, il faut être capable de pouvoir rappeler cette réalité. Et donc, je ne cesserai jamais de rendre hommage au professeur Grégoire Biogo sur ce point. Le combat que nous menons est un combat de dignité. Et nous n'allons jamais, je le dis avec simplicité, laisser la mafia néocoloniale que vous constituez continuer à prendre en otage notre pays. Notre pays est un pays matrice de la souveraineté populaire. Je rappelle que dans mon ouvrage Philosophie de la panafricanité fondamentale, j'exposais déjà une dichotomie entre les agents du modernisme, qui sont en réalité les agents plus que jamais de l'élite occidentale et de son système de pensée, et ceux qui étaient les agents de la souveraineté populaire plus que jamais. Nous sommes dans cette dichotomie-là. Nous sommes dans cette logique-là. Ceux que vous pensez être arriérés sont ceux qui sont en réalité dans une démarche de vouloir être attachés à leurs valeurs. Pas attachés comme un masque touristique qui est un outil commercial que vous utilisez pour faire venir tel un attrape-nigo la diaspora par rapport à la logique du vaudou, de la spirit. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une authenticité qui consiste à se couper, plus que jamais, de la matrice de la néolibéralité dans laquelle nos peuples sont insérés, incarcérés par votre biais. Cette démarche-là va cesser. Le combat plus que jamais va continuer. Et nul ne pourra nous stopper. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. À très vite.